Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à toi qui nous écoutes, à toi qui s'est décidé de découvrir à mes côtés les Amazones du Dahomey, mais surtout de découvrir celle qui leur a redonné vie. Bonjour Winnie. Bonjour. Avant de commencer à échanger, j'aimerais d'abord vous présenter à nos auditeurs, stylistes, modélistes, mais surtout artistes. Vous avez été bercés toute votre vie au son des machines à coudre, et il n'est donc pas étonnant que vous ayez choisi la voie de la mode. D'abord à Paris, vous êtes ensuite allé au Bénin, votre terre d'origine, pour y développer votre carrière, mais aussi mettre en place le festival Mode Is Art depuis 2012, par lequel vous mettez à l'honneur l'art béninois. Mais au sommet de toutes vos créations, de tout ce que vous avez entrepris, le plus emblématique, ce sont vos recherches et vos créations sur les Amazones du Dahomey. Commando d'élite, composé uniquement de femmes, guerrières indomptables, ayant existé au XIXe siècle sur l'actuel territoire du Bénin. 5000 femmes soldats, qui ont voué leur vie à la défense, au combat, mais pas que. Et vous allez justement nous en dire quelques mots. Parce qu'il y a plusieurs années, vous avez entrepris la reconstruction des tenues que portaient ces femmes, des habits qui définissaient leur fonction. Ces vêtements, on a pu en observer quelques-uns dans le cadre de votre dernière exposition, Agudjé, une Amazone, une exception, qui a pris place au Lavoir moderne parisien, salle de spectacle et d'exposition mythique du quartier de la Goutte d'Or à Paris, dans le cadre du festival Africapital qui a mis cette année à l'honneur les artistes du Bénin et principalement celles et ceux venus de Cotonou. Mais avant que vous nous en parliez de cette exposition, j'aimerais que l'on revienne sur vous et sur votre carrière, sur vos inspirations. Et la première question qui me vient, c'est qu'est-ce qui vous a amené à créer ? D'où ça vient ce besoin de transmettre au travers de votre art ? La question est vaste. La présentation était très belle. Merci beaucoup. Bravo. Mais pourquoi je vais reprendre les adages béninois qui dit que rien ne se fait par hasard. Moi, je suis née dans une famille aimante, je vais dire. J'ai eu la chance d'être élevée par une grand-mère complètement dévouée aux Amazones, venant elle-même d'une lignée du roi Guézo. Du coup, les contes, les chants, les danses d'Abomey, donc de la cité des rois, étaient quelque chose de quotidien pour moi. Mais quand mes cousins, la famille se réunissaient, nous, ces petits-enfants, c'était un point d'honneur pour elles de nous raconter ces histoires. Mais pour nous, c'était juste des histoires d'enfants, enfin, des contes, et puis on oublie. Mais moi, j'ai voulu, au fur et à mesure de mon évolution, de la vie, j'ai voulu creuser un tout petit peu tous ces contes, tout simplement parce que je me posais beaucoup de questions aussi. Quand on est un jeune ou une jeune africaine et qu'on vient étudier en Occident, ou même quand on étudie chez soi, il y a beaucoup de trous, je dirais, dans notre histoire qu'on aimerait combler. Donc c'est un peu dans cette démarche que j'ai voulu reprendre ces contes pour voir si c'est vrai déjà, questionner à la fois les Béninois, à la fois les Français pour savoir mais est-ce qu'elles ont vraiment existé ? Et au fil de l'eau, au fil des années, je me suis rendu compte que oui, elles ont existé. Et puis moi qui viens de la mode, qui a été effectivement bercée au son des machines à coudre par une mère et une grand-mère, mon expression naturelle, c'est de coudre. Il faut que je vois, il faut que je concrétise ce que je lis et surtout ce qui me passionne. Donc les Amazones, pour moi, c'est un sujet d'une vie. Donc du coup, il faut absolument transmettre ce sujet à tout le monde, en fait, pas uniquement aux Béninois, mais à tous les jeunes qui s'y intéressent, parce que c'est notre histoire commune, en fait. Donc voilà un peu ma démarche. Oui, c'est faire revivre un peuple en soi à travers votre art. Mais c'est quoi votre rapport au tissu ? Parce que comment ça a commencé tout ça parce que vous l'avez dit, c'est votre mère et votre grand-mère qui vous ont transmis la passion de la mode. Mais comment vous voyez le tissu aujourd'hui ? Quel rapport vous avez avec lui ? Le tissu, pour moi, c'est vraiment un mode de communication. C'est une manière de dialoguer. C'est une transmission. Pour moi, c'est ma manière de transmettre. Il y a certaines personnes qui arrivent à transmettre à travers, je dirais n'importe quoi, à travers le bois, à travers la céramique. Pour moi, c'est le tissu. Et surtout, ce qui est extraordinaire avec la matière, avec le tissu, c'est que en fonction de son origine, l'histoire ne sera pas la même.
La matière en elle seule, quand elle est bien cousue, bien positionnée, bien dimensionnée, peut en un seul regard raconter toute une histoire. Et c'était ça vraiment mon défi avec ces costumes. Le but n'était pas de faire des costumes pour me faire plaisir parce que j'étais dans ma chambre d'étudiante. Non, le but vraiment c'était qu'au final, n'importe qui, grand, jeune ou petit ou beaucoup plus âgé, puisse, quelle que soit la nationalité, puisse en un clin d'œil, en un coup d'œil, se dire « Waouh, ok ». Je m'arrête et j'essaye de comprendre le pourquoi. Est-ce que c'est à travers le choix de la couleur de la matière elle-même, comment ça a été cousu, pourquoi ce morceau de canevas à tel endroit, le questionnement en fait de la matière. Pour moi, c'est vraiment la meilleure source de dialogue et forcément de transmission. En fait, il y a une identité derrière chaque tissu et chaque vêtement. Oui. Et est-ce que, avant qu'on revienne sur les Amazones, je me demandais s'il y avait des rencontres qui ont influencé votre carrière. Est-ce que des rencontres vous ont marqué et vous ont aidé même dans la reconstruction des Amazones Oui, bon, la première rencontre, je dirais, voilà, c'est ma famille, c'est sûr, c'est la base, c'est de là que le terreau, entre guillemets, a été posé, planté. Mais moi, je fonctionne par, je vais pas dire par négativité, dans le sens où, quand je n'ai pas une réponse, quand je me heurte à quelque chose, c'est là que je suis la plus déterminée, la plus... je dirais la plus déterminée, et c'est vraiment ma source d'impulsion, de recherche. Donc du coup, oui, je vais dire, tous ceux au fil de ma vie, de ma carrière, qui m'ont dit mais non, laisse tomber, elles n'ont jamais existé, ou non mais ça ce sont des sorcières, ou mais la culture n'intéresse personne. Tout ça a été en fait des sources, mais terribles sources de motivation pour moi. Donc, j'ai pas forcément de gens particuliers, mais voilà, tous les non ne le fait pas m'ont fait avancer. Mais par contre, ce que je dois absolument dire, et ça, c'est un rêve, et je pense que ça va certainement se réaliser, c'est que pour un jeune qui veut faire de la mode, qui veut s'intéresser aux vêtements, africains en tout cas, pour ma part, j'ai aimé d'abord les grands créateurs africains qui ont mis en avant le tissu traditionnel africain. C'est un Chris Seydou, par exemple, qu'aujourd'hui, quasiment aucun jeune ne connaît, et c'est très grave, parce que si un festival comme le FIMA existe aujourd'hui, c'est Chris Seydou qui est à l'origine. Donc, il y a ces quelques personnages stylistes africains qui ont impulsé la mode qu'aujourd'hui les jeunes se réapproprient sans savoir même d'où vient la première vague, en fait. Et c'est... Voilà, donc s'il y a des personnages qui m'ont vraiment marqué au niveau de la mode, du textile, du vêtement, de la transmission d'un message à travers le textile, je dirais c'est un Chris Seydou, c'est une Gisèle Gomez, qui sont des créateurs africains qui ont été vraiment marquants pour leur époque. Et aujourd'hui, on ne les connaît pas du tout, et c'est très grave. Ils doivent, selon moi, être enseignés partout. Là, vous les faites revivre d'une certaine manière Oui. en nous en parlant. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus l'armée des Agouji, donc les Amazones, parce qu'Agouji, c'est le nom d'origine, je crois. Oui, c'est le vrai nom, en fait. Oui. Et nous les présenter un peu plus, qui est cette armée, en fait? C'est une armée qui s'est composée, en fait, qui s'est étoffée au fil des années, au fil des siècles, au fil des rois. C'est une armée qui s'est imposée un peu par une jurisprudence, par un hasard de l'histoire. Mais pareil, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Finalement, quand on prend du recul avec nous, notre époque, on se rend compte que c'était logique que cette armée existe. Dans la mesure où le point de départ, c'est une croyance, une loi, je dirais, du Dahomey, qui dit que les jumeaux sont considérés comme des dieux. Quel que soit le jumeau, quels que soient les jumeaux, ce sont des dieux. Il se trouve que l'un de nos rois, à l'époque, a eu comme descendants, comme héritiers, des jumeaux, filles et garçons, qui se ressemblaient, mais complètement. Il n'y avait que le sexe qui les différenciait. Donc c'est lors d'un combat
que le garçon qui a hérité du trône a été tué. Et spontanément, en plein milieu du champ de bataille, sa sœur jumelle a revêtu les costumes de son frère, a demandé à sa garde rapprochée, donc ça, ces demoiselles de compagnie, de revêtir également les vêtements des autres soldats décédés. Et spontanément, elles se sont lancées dans la guerre, ont impulsé du courage, de la motivation aux soldats du Dahomey, et qui, du coup, ont gagné la guerre. Donc c'est comme ça que l'idée qu'une femme peut ou pourrait être un soldat s'est imposée à la fois par nos propres lois, puisque c'est une déesse, donc on ne contredit pas une déesse. Elle l'a fait, donc c'est parole d'évangile, c'est point à la ligne, on va dire. Donc on ne peut pas remettre en question ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait a été extraordinaire, mais du coup ils ont dû la laisser régner un temps, tout en étant déstabilisés, choqués par ce malheureux hasard de l'histoire. Mais c'est trouvé que, oui, elle a fait, comme on dit, le job. Elle a très bien régné, elle a privilégié le dialogue au combat, tout en mettant encore plus en avant la femme. Parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le Dahomey était assez précurseur dans la position de la femme dans la société. On avait, en dehors du fait qu'une femme n'allait pas à la guerre, la femme avait déjà différents postes au niveau de la société très élevés, beaucoup plus avancés qu'à la même époque que l'Europe ou d'autres pays. Donc la femme avait déjà une vie, une participation active à la vie de la société, de la cité. Donc ça, c'est important à le dire. Donc cet aspect-là, avec le règne de la reine Tassirangwe, justement, qui pour nous est la première des Amazones, même si elle n'allait pas tout le temps à la guerre, etc. Mais c'est elle qui a impulsé l'idée que la femme peut être un soldat. Elle a accentué le rôle de la femme. Elle a accentué aussi sa garde rapprochée en formant encore plus ces femmes. À l'époque, on peut dire les jeunes femmes, parce qu'elles n'étaient pas du tout dédiées au combat. Et au fil des rois, ils ont densifié cette idée. Ils ont continué à performer, comment dirais-je, agrandir l'armée, à les armer, à les former de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années, au fil des rois, chacun des rois a pris à cœur de bien distinguer chaque corps de métier, ne serait-ce que physiquement avec le vêtement, aussi dans la manière, la tâche en fait de la fonction, tout était vraiment lié. C'est-à-dire en un visuel de vêtements, on pouvait reconnaître qui est qui, donc du coup son rôle, sa place dans l'armée, sa place dans la société, etc., etc. C'était vraiment très très bien organisé. D'où l'importance de, quand vous recréez leurs vêtements, en fait vous recréez vraiment toute une fonction de femmes, oui. Et toute une communauté en fait. Oui. Mais elles vivaient hors de la société, ces femmes ? Oui, enfin, elles avaient leur palais à l'époque où elles s'entraînaient, où elles vivaient, voilà, tout, à longueur d'année, enfin à longueur d'année, et elles ne sortaient que pour aller au combat. C'est des guerrières avant tout. Ah oui, oui. Mais elles ont d'autres fonctions, du coup. Si. Au sein de leur palais, de leur mini-ville, oui, elles avaient différents rôles, différentes tâches. Il faut aussi se nourrir, il faut s'entretenir, il faut s'entraîner. Donc oui, il y avait des professeurs de combat, il y avait tout ce qui était médecine, parce que à la base, ce sont des femmes. Donc pour être opérationnel, il faut supprimer tout ce qui retient toutes les contraintes, on va dire féminines. J'aime pas trop le mot contrainte, mais il faut entre guillemets tamiser ou gommer tout ce qui de la féminité peut contraindre ou peut empêcher comment dirais-je, le combat, ouais. Tout simplement. Donc tout ça se faisait dans l'enceinte de ce palais qui était hyper sacralisé. C'était, vers la fin, c'était vraiment, elles étaient considérées comme des dieux. C'était vraiment un corps d'élite. Les familles avaient, sur la fin, bien sûr, pas au début de leur existence, avaient à cœur d'offrir l'une de leurs filles
pour la défense de la patrie. Et c'est vraiment quelque chose de très solennel, de très important, en fait, à cette époque. Et c'est fascinant parce que quand on voit les tenues que vous avez recréées, en fait, c'est super beau et c'est magnifique comme accoutrement et comme habit. Et pourtant, c'est empreint d'une énorme violence parce que c'est des guerrières. Comment vous comprenez ce parallèle entre violence et beauté des habits Mais finalement, c'est même pas moi qui ai décidé de rendre le costume beau parce que, comme je disais tout à l'heure, au fil des siècles, chacun des rois a tenu à mettre en avant un costume par fonction. Et c'est vrai que quand on a une armée aussi à part, aussi unique, aussi exceptionnelle, ça me semble évident qu'elle soit avant la guerre belle, splendide, parce qu'il faut aussi donner envie aux familles de continuer à offrir chaque année leurs filles. Il faut continuer aussi à entretenir le mythe de la femme soldat, déesse, etc. Donc le visuel était aussi important à l'époque qu'aujourd'hui, en fait. C'est que les moyens sont différents, mais à l'époque, oui, c'était vraiment... elles étaient chacune dans leur fonction très belles, mais la fonction passait avant le costume. C'est vraiment très lié. Et c'est vrai que vous avez dit un peu tout à l'heure que au-delà des guerrières, des fonctions qu'ont ces Amazones, ce sont des femmes. Est-ce que vous faites un lien entre ces femmes d'antan et la femme actuelle? Complètement. Est-ce qu'il y a une visée politique, même féministe, en fait, en recréant... Féministe, je dirais pas, parce que je ne pense pas que je ne pense pas. Ce que j'aime, et en tout cas des échanges que j'ai pu avoir avec les différentes femmes de différentes nationalités qui ont pu voir cette exposition, ce que j'ai aimé, c'est la manière dont chacune s'est réappropriée une des Amazones à elle-même. Quand les jeunes femmes marocaines me disent « la faucheuse, c'est moi », je me dis, mais la faucheuse, c'est la plus redoutée de toutes les Amazones. Pourquoi ? Puis chacune déroule un peu les moments clés de sa vie qui lui font penser qu'elle a été cette faucheuse. Je trouve ça génial. La Béninoise, elle va se reconnaître peut-être dans la victoire parce que, bon, voilà, elle trouve que c'est à ce moment-là qu'on découvre que les Amazones existent et c'est bien de l'avoir fait dans sa plus belle parure. Donc, chacune, en fait, se reprend. Aujourd'hui, toutes les femmes, qu'elles soient, à partir du moment où elles sont des femmes, sont toutes des Amazones. Il y a toujours... la femme est toujours dans un combat. C'est horrible de le dire aujourd'hui encore, mais toutes les femmes, toutes les jeunes femmes sont des Amazones. En fait, elles peuvent se reconnaître, pas dans une seule fonction spécifiquement, mais dans toutes. Dans toutes. Ouais. Toute leur vie, en fait, elles peuvent être à un moment donné identifiées à la faucheuse. Forcément, quand on est face à des défis considérables. Je vais te donner un défi tout simple qui a l'air d'une banalité absolue, mais qui est réellement d'une violence absolue pour toutes les femmes. C'est mettre au monde. On a l'impression que mettre au monde, c'est mettre au monde et on s'en va. Mais c'est réellement violent parce qu'il n'y a rien qui prépare une femme à mettre au monde. Donc, je la compare des fois, je nous compare des fois à ce moment-là à la faucheuse parce que on prend la vie ou on ne la prend pas. Il n'y a pas de demi-mesure dans la naissance, en fait. On prend cette vie-là et on la chérit ou on ne la prend pas. Après, il y a différentes raisons, différentes femmes, différentes... C'est pour ça que je ne jugerai jamais une femme, par exemple, quand on me dit il y a des dénis de grossesse, etc. C'est trop violent, c'est trop particulier, c'est trop intime. Donc, certaines, ça c'est de mes échanges avec les femmes, certaines se sont reconnues en faucheuse au moment justement de la naissance, d'un accouchement. D'autres se sont reconnues en fusilière quand elles ont décidé de divorcer, parce que c'est là qu'elles étaient la plus classe, elles ont pris les décisions la plus déterminante de leur vie, où c'était vraiment le tournant. C'est incroyable, en fait. C'est quoi la différence entre faucheuse et fusilière ? La fusilière, comme l'indique son nom, manie le fusil. La fusilière apparaît vraiment sur la fin de l'existence des Amazones, quand les armes à feu sont intégrées à la guerre. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la caractéristique de combat d'une Amazone, c'est le corps à corps. L'Amazone excelle dans le corps à corps. Alors, il est clair que quand les armes à feu intègrent un champ de bataille, il y a un déséquilibre net, clair, précis
et voilà. Donc les fusilières, elles apparaissent, elles sont pas nombreuses. Malheureusement, leurs fusils ne sont pas de dernière qualité, sont plutôt très très obsolètes. Donc quelque part, leur fin est historiquement programmée, chronologiquement programmée, et c'est dommage. C'est vrai que sur les mannequins sur lesquels sont exposés les habits dans l'exposition, en fait, elles sont très fines et très frêles, alors qu'en réalité, c'était des femmes très robustes. Oui, Quoi. C'était des femmes oui, de combat. Donc, oui. J'ai voulu garder sur ces costumes des silhouettes féminines pour que visuellement on garde à l'esprit que ce sont des femmes. Parce qu'effectivement, j'aurais pu prendre que des silhouettes masculines. Là, on n'aurait pas compris et l'incompréhension aurait mis complètement le doute ou le trouble dans l'esprit. C'est vrai que... non, c'est vraiment un choix personnel. C'est pour que le visuel soit bien ancré dans le principe que la femme est un soldat. dans l'exposition, une Agoudier, une Amazone d'exception, forcément, vous avez été limité dans le nombre de Oui. fonctions que vous pouviez exposer. Oui. Comment vous avez choisi lesquelles exposer ? J'ai choisi en fonction de la finalité de l'exposition qui est donc ce week-end, l'exposition et l'atelier avec les enfants. Parce que je tiens toujours dans mes expositions de ces costumes à intégrer un atelier enfant parce que les enfants sont réceptifs et sont encore sans jugement. Donc j'ai voulu présenter 4 silhouettes donc, qui sont toutes, les 3 sont toutes dirigées vers la dernière silhouette de l'enfant, comme un geste d'élan de protection, parce que c'est ça aussi. C'est vraiment dans la symbolique de l'enfant qui représente la nation qu'on doit protéger. Et puis, nous savons tous que les enfants sont à protéger de toute façon. Donc, visuellement, je voulais qu'on voit cet élan de protection de la petite fille. Pour que nos auditeurs comprennent, en fait, dans l'exposition, on a 3 mannequins adultes, donc 3 Oui. fonctions d'Amazone, qui protègent un mannequin plus petit d'un enfant. Oui. Donc là, c'est pour ça, Oui. c'est pour qu'ils comprennent. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai choisi le tout premier corps de métier qui a été créé, qui sont les artilleuses, qui sont vraiment les petites fourmis qui préparaient le champ de bataille. Donc, c'est vraiment le tout premier corps qui a existé avant qu'on ne commence à vraiment les entraîner pour être encore plus performantes au combat. Donc, les artilleuses, dans un premier temps, qui préparent le terrain de guerre. Ensuite, j'ai voulu mettre la faucheuse parce qu'on est vraiment au pic, au sommet des différents corps de métier des Amazones, parce que quand la faucheuse est créée, là, elles sont vraiment des instruments de mort à elle toute seule. L'Amazone tue d'abord avec son corps. Avant quoi que ce soit, c'est son corps entier qui est une arme. Donc la faucheuse, c'était vraiment le summum, et j'ai voulu la représenter. Parce que quand il y a une faucheuse autour de vous dans un combat, vous êtes protégé. Hein. Vous savez que de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui va vous arriver. Et puis, j'ai tenu à intégrer la fusilière parce que la fusilière, à elle seule, dans son costume, raconte une grosse partie de l'histoire et répond à beaucoup d'interrogations que nous, jeunes Africains, plus moi maintenant, mais beaucoup d'autres jeunes Africains continuent à se poser les mêmes questions que moi avant. C'est-à-dire, pourquoi un si beau corps de métier, si élégant, si prestigieux, est armé de fusils aussi vétustes? Pourquoi? Il y a un contraste entre la Entre le vêtement et le rôle. Entre les armes vétustes et son costume qui est si beau, avec cette belle peau de serpent qui est attachée à sa taille. Pourquoi une telle beauté contraste avec des armes aussi médiocres, aussi défectueux? Pourquoi? Donc cette interrogation-là, elle se répond en fait en lisant les textes historiques. En fait, c'est toujours le contraste entre le beau et la violence. En soi. Oui. Et ces tenues, justement, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont assez colorées. Oui. Quelle signification ça a pour vous, ces couleurs? Est-ce que vous les avez modernisées ou c'est vraiment les couleurs d'antan Non, j'ai gardé vraiment les couleurs d'antan. Vraiment, je me suis collée aux très peu d'informations d'ailleurs qu'il y avait à l'époque. Je me suis collée aux quelques couleurs que j'avais sur chaque corps de métier. Mais stylistiquement, c'est un choix artistique personnel. J'ai tenu à accentuer les couleurs. Visuellement,
il était hors de question pour moi que quelqu'un se trompe entre chaque corps de métier. Donc c'est volontaire, c'est volontairement que j'ai accentué chaque couleur, chaque détail pour qu'on puisse vraiment les identifier en un coup d'œil. Écoutez, merci beaucoup. Pour finir cette interview, je vous propose qu'on fasse un Fast and Curious. Ok. Donc, je vais vous proposer, vous donner 2 propositions à chaque fois. Il faudra en choisir une, n'hésitez pas à développer si vous voulez. Très bien. Agogier ou Amazon? Agogier. Oralité ou écrit? Oralité. Oralité parce que la mémoire, notre subconscient à tous garde les informations. Même si c'est ressorti 10 ans, 40 ans plus tard, nous gardons. Et nous transmettons en fait l'oralité sans le savoir autour de nous, à nos enfants, à nos proches. Et cette oralité, pour moi, elle est plus forte que l'écrit parce que ça reste, quand c'est bien distribué à différentes personnes, différentes générations, ça reste. Ça reste en fait le lien entre les générations aussi. Ça reste dans les mémoires. Oui. Guerrière ou couturière? Couturière. La machine est très importante. Tradition ou innovation? Tradition. Arme ou tissu? Tissu, toujours. Chaud ou froid? Chaud. Neuf ou recyclé? Recyclé, parce qu'il y a toujours un reste d'histoire dans un tissu recyclé, dans quelque chose de recyclé. Il y a l'âme de quelqu'un, il y a la trace de quelqu'un. Et c'est toujours intéressant de creuser cette âme, cette sueur, cette empreinte qui est restée et qui nous raconte encore l'histoire de quelqu'un avec laquelle on pourra reconstruire quelque chose. Non, le recycler définitivement. Motif ou couleur? Couleur avant toute chose, couleur. Faucheuse ou fusilière? Oh, c'est horrible. J'aime les deux. Mais je vais dire fusilière parce que la fusilière est encore un grand point d'interrogation pour moi. Et je n'ai pas encore réussi à trouver toutes mes réponses. Donc fusilière parce que l'aventure continue en fait. Exil ou combat? Au combat. L'exil, c'est dur. C'est dur. Intuition ou réflexion? Intuition. Et pour finir, le corps ou l'esprit? Ah, l'esprit. L'esprit. Écoutez, merci beaucoup à vous, Eni, d'avoir échangé avec moi. Merci. C'était un plaisir de vous découvrir et d'en apprendre plus sur les Agogiers et les Amazones. Avec plaisir.